BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci de nous suivre en audio, en vidéo, comme chaque semaine, sur BFM Business aussi le week-end. En tout cas, merci d'être là. Et puis merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux en podcast. De quoi je me mêle. Voilà, cartonne, plusieurs centaines de milliers de téléchargements chaque mois. C'est grâce à vous. Merci, bien sûr, pour une émission qui attaque sa 22e année. Écoutez, on tient le coup, mine de rien. Moi, j'ai pas bougé, parce que je suis dans le métavers, donc tout va bien. Pas de... Immortalité numérique. Mais c'est son hologramme qui présente depuis 5-6 ans, il faut le savoir. Il faut que je le mette à jour parce qu'il commence un peu à fatiguer de temps en temps, vous le remarquez d'ailleurs. Raphaël Grabli est là, journaliste, vous le savez, à BFM Business et bfmtv.com. Et puis donc Anthony Morel, BFM Business, RMC aussi. C'est la team du groupe qui est là pour parler de tech. Avec pour cette deuxième partie, Sony, Raphaël, qui sort une gamme spécifique de produits tech pour les joueurs. Oui, alors ça s'appelle InZone. Alors ils arrivent sur un marché qui est quand même assez saturé. Alors c'est des produits InZone, ça s'appelle. InZone, exactement. Donc ils sortent 3 casques et 2 moniteurs gaming. De 27 pouces notamment, donc c'est des beaux moniteurs. Casque audio, Casque audio, oui, pas casque VR, casque audio, qui sont honnêtement, d'ailleurs, je trouve vachement réussis d'un point de vue design. En fait, ils rappellent vachement les codes de Sony. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour moi, c'est déjà, ça ne s'appelle pas Sony. Ils créent une marque. Et donc, le fait de créer une marque, ça veut dire on va avancer sur le terrain du gaming, mais pour le moment, enfin du gaming PC, mais pour le moment, Sony est trop connoté console. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre quand même le décalage qu'ils ont, autant sur les consoles, évidemment, on ne va pas revenir sur Sony. Sur le PC, ils ont un retard assez monumental par rapport, évidemment, à Microsoft, qui a l'écosystème Xbox, qui est évidemment, sur console, pareil, hyper concurrentiel et qui, on va dire, fait front avec Sony, mais qui est évidemment un avantage énorme sur PC, puisqu'il y a eu du portage, il y a des accès maintenant avec Xbox sur PC, et donc on sent maintenant que Sony a besoin, pour trouver des relais de croissance, d'aller chercher les joueurs PC. J'avais vu un chiffre, je crois que c'est 700 millions de joueurs PC, par exemple, en Asie. Donc, c'est absolument monumental. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est vraiment le fait de créer une nouvelle marque. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas arriver sous le nom Sony. Ils veulent d'abord se familiariser. Ces casques, c'est aussi un pont avec la PlayStation 5. Et l'écran aussi, mais les casques qui sont évidemment compatibles PS5. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est la démarche générale, parce que bon, c'est des produits qui sont sympas, mais le marché, il y a quand même beaucoup de références, mais qui montrent finalement cette tentative de rapprochement de Sony, avec aussi les portages des best-sellers PS5, notamment, je pense à Spider-Man, qui vont arriver aussi sur PC. Et donc, finalement, on va avoir comme ça un regroupement de l'univers Sony sur toutes les plateformes. Et finalement, je trouve que... ils sont aussi obligés d'aller là-dessus parce qu'aujourd'hui, les jeux sont quand même cross-platform. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on joue sur une console, sur un PC, sur son smartphone, on doit pouvoir jouer ensemble. Et donc, on sent que Sony arrive là-dessus. Je trouve, ils ont mis du temps, mais c'est le bon moment quand même pour y aller. C'est pas mal ça. Enfin, ils élargissent l'écosystème gaming. À la fois sur PS5 et PC, comme le disait Raphaël, on sait qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Et puis Sony, a une réputation de dingue, quoi. Évidemment. Puis c'est vraiment le côté contre-attaque. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette news, c'était le côté business, si on peut dire. En tout cas, ça s'inscrit dans un contexte de grande manœuvre dans le secteur du jeu vidéo, où Microsoft, effectivement, est en train de devenir hégémonique. Ils sont en cours de rachat d'Activision Blizzard, 70 milliards $, c'est absolument énorme. Ils vont récupérer un catalogue absolument fantastique. Et on voit que Sony, même si c'est évidemment un mastodonte, un incontournable sur les consoles, il risque quand même, d'une certaine manière, de se faire corneriser. Donc, faut bien qu'ils contre-attaquent, et ils vont contre-attaquer là où Microsoft est fort, c'est-à-dire effectivement sur le PC. Donc ça, c'est la première chose. On sait, ils ont fait aussi des rachats. Sony, ils avaient racheté les studios Bungie, Halo, toutes ces franchises. Alors même si je crois que ça fait plus partie de Bungie, Destiny notamment. Mais bon, en tout cas, on voit bien qu'ils sont en train de chercher des moyens de contre-attaquer, à la fois sur comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre catalogue de titres, mais aussi comment on contre-attaque sur le côté accessoires, nouvelle gamme pour les PC. Et la deuxième chose, c'est qu'en s'attaquant au marché PC, je pense qu'ils regardent d'un coin de l'œil très intéressé tout le monde de l'e-sport aussi, qui est encore assez peu exploré par Sony. Ils ont racheté, c'était il y a 1 an ou 2, la franchise Evo, qui est l'un des plus gros. Alors Evo, pour tous les fans d'e-sport, c'est hyper connu, c'est une franchise de tournois de jeux de combat.
tout ce qui est Street Fighter, etc., qui est vraiment mythique, et ça a été racheté par Sony. On ne savait pas trop pourquoi. Il y a je crois que c'était l'an dernier. Donc ça, c'était la première chose. Ils avaient aussi déposé des brevets pour une plateforme de paris e-sportif. Donc on pourrait se dire, qu'est-ce que Sony va faire là-dedans? Donc on voit bien qu'ils commencent à pousser leurs pions dans le domaine de l'e-sport, qui est un marché qui est en train de devenir gigantesque, hein, on en parle régulièrement de toute façon. C'est un marché sur lequel Sony n'est pas tellement présent aujourd'hui, et évidemment, s'intéresser au marché PC, c'est évidemment mettre un coin pour s'introduire sur Surtout l'e-sport. qu'ils arrivent quand même avec 2 produits sur lesquels Sony est méga légitime. Mais bien C'est-à-dire sûr. sur l'audio et sur l'image. Et sur l'image. Franchement, Sony, et puis en plus, ils sont optimisés pour la PS5. Non, mais c'est J'imagine que l'image doit être au top. C'est des 27 pouces, hein, Ouais, les 2 écrans en 4K, avec évidemment des taux de rafraîchissement ça de doit du 144. péter, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. Vraiment. Et c'est vrai que moi, en fait, moi, je suis étonné. 360 avec son 360. Exactement. etc. Moi, je suis étonné en fait presque que ça n'arrive que maintenant. Et effectivement, pour Sony, alors effectivement, ils sponsorisent pas mal de compétitions d'e-sport. Avec ce matériel, ils vont pouvoir se montrer, même si encore une fois, il n'y aura pas écrit Sony forcément, mais on reconnaîtra les codes Sony. Mmh. Eh oui. Mais je pense qu'ils vont devoir quand même passer la seconde assez rapidement aussi, parce que, bon, on le dit souvent, mais quand est-ce qu'on n'aura plus de consoles finalement? Quand est-ce que les consoles de salon vont disparaître? Est-ce que tout ça va se jouer avec nos smartphones ou Dans le cloud. ou dans le cloud? Ou tout simplement. avec un petit peu de hardware dans une télé connectée à Internet, et tu auras la exactement. console, tu auras du cloud gaming directement donc dans on l'écran. Ça va arriver, ça. Et si on C'est ajoute- déjà le cas sur les télés d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ah non, le cloud gaming. Oui, le cloud, c'est une non, réalité, mais c'est une réalité quand même qui a du mal à se mettre en place. On Bien voit que le sûr, marché des mais consoles est est-ce assez que énorme, mais demain- ça arrivera voilà. probablement. Ouais, mais t'as vu, c'est une question d'années ou de décennies, j'en sais rien, mais ça va Sur les dernières télés Samsung, tu peux télécharger l'appli Xbox Ah oui. et tu te retrouves Ouais. vraiment. Alors, il faut avoir la fibre, je suis d'accord, mais bon, on est de plus en plus nombreux à l'avoir. Et tu te retrouves avec une Xbox virtuelle dans le cloud pour 10 € par mois, avec tous les jeux, et tu as la même expérience que si tu avais une Xbox. Tu te connectes une manette et puis c'est réglé, quoi. Ouais, mais t'as encore tous les vieux joueurs comme moi qui aiment bien avoir le matos. Bon, ceci dit, bien sûr, voilà. Ceci évidemment, dit, et une fois je trouve qu'elle est que là-dedans- et puis je pense que la console est un petit peu plus performante, mais pour 80% des joueurs, ça suffira amplement, et ça va arriver. Ouais, hein. mais ceci dit, quand on est là-dedans, on est même plus dans le débat console PC finalement. On est dans le débat. On a un catalogue. C'est comme Netflix et Disney+. Exactement. Je veux jouer à un jeu. Après, est-ce que derrière c'est un PC, c'est une console? Finalement, je m'en fiche un peu. Et on comprend que Sony a besoin de trouver son indépendance aussi par rapport à sa propre console. Et on voit en plus que Sony n'arrive pas à livrer les PS5. Enfin, ça c'est quand même un gros problème. Ça fait quand même 1 an et demi que la PS5 est sortie. Sony n'arrive toujours pas à livrer. Et forcément, ils vont devoir trouver d'autres revenus. Et c'est vrai que pour moi, c'est une première entrée. Mais effectivement, à terme, moi, je pense que c'est ça l'avenir, c'est Tu l'as d'avoir reçu ta PS5 ou pas? Non, j'ai toujours pas. Non, j'ai toujours pas C'est ça qui trouvé. dit ça. Mais oui, pour ça je qu'il sais a bien. un Ah oui, jeu. c'est vrai qu'on n'avait pas suivi. Il est un peu Non, rare, j'ai toujours pas trouvé. Sony, Non, PS5, toujours pas. Ah, mais quelle pour ça, galère. on comprend. Mais dès que j'en trouve une, je l'achète, mais j'ai toujours pas réussi à la trouver. Voilà. Il y a toujours les Mais- bundles à 700 €, Ouais, avec non, des jeux mais- qui t'intéressent pas. Non, et mais machin. je sais Mais, pas, il y a bien un vendeur Micromania, Fnac, je sais pas quoi qui nous écoute. Non, je veux pas de Faites passe un droit. Ou un effort. scalper qu'on a Faites un acheté 12 et effort. qui va te la Ouais. vendre au double du prix. Essayez mais- de voir Non. si vous pouvez pas faire plaisir à Raphaël. Non, je veux pas de passe droit. Je ne veux pas de passe droit. Donc je regarde. En plus, je trouve que c'est une bonne expérience, tu vois. Je me dis, c'est une expérience journalistique. J'essaie de regarder Incroyable. combien il me faut pour trouver une PS5. Non, mais effectivement, j'aurais pu en trouver. Je me suis mis sur des labs, etc. Mais voilà, il y a les bundles à 800 balles. Bon, je suis pas assez motivé pour ça. Il n'y a pas assez de jeux qui me motivent pour ça. Mais c'est intéressant. Mais en tout cas, pour Sony, je pense effectivement qu'il y a une question d'image et d'introduction. Peut-être au moins autant dans le e-sport, effectivement, ce que tu disais, Anthony, que dans le jeu PC pur pour le moment. Tu l'as la PS5, toi? Ouais. Et alors, tu joues? Je joue pas beaucoup. En fait, moi, je joue plus sur PC, donc c'est ça le. tout le- File-la moi. Voilà, tu vois, on va s'arranger, on va trouver un arrangement. Mais non. Alors, je m'en sers pour toute la partie multimédia, en fait, mais je joue plus sur PC globalement Oui, que c'est sur. vrai que toi, t'es plus un Ouais. joueur. Ouais, moi, j'aime mieux beaucoup de jeux de stratégie, ce genre de choses, jeux de cartes, enfin bref. Oui, jeu de cartes sur la PS5, c'est un peu C'est dommage. un peu dommage. Non, c'est mais jeux de clair. cartes, je parle Oui, tu sais, non, mais genre bien sûr. Magic, Ouais. Hearthstone, Oui, etc. pas, qui, voilà, c'est sur console, ça n'a pas tellement de sens. Pas la belote, Mm. quoi. Non, belote, ça. j'aime bien aussi, mais ça n'a rien à voir. Solitaire. Solitaire sur la Échec PS5. aussi. Avec des super graphismes et tout 3D, c'est top. Ouais, t'avais ça à une époque, tu te ressortais, tu sais, tous les jeux, sur toutes les Ouais, consoles, ouais. t'avais la partie, le jeu d'échecs, Mm. le bridge. Ouais, bon, bref. C'est vrai que la PS5 n'a pas forcément une grande utilité dans ce cas-là. Non, Mais c'est clair. Dans l'actualité, allez, on arrête avec ça et on enchaîne avec quelque chose de beaucoup plus inquiétant et de grave. C'est cet énorme vol de données en Chine. Il y a 23 terabits de données qui ont été, voilà, piqués. Ouais.
qui ont été en fait mises en ligne accidentellement, visiblement, et récupérées par des petits malins, par des cybercriminels en fait, qui veulent les revendre ensuite. C'est la plus grosse fuite de données. Alors si elle est avérée, parce que tous les détails sont pas encore connus, mais si c'est avéré, ces 23 TO de données qui concernent 1 milliard de Chinois, ce serait la plus grosse fuite de données de l'histoire. Tout simplement, 1 milliard de personnes, tout ça c'est pas rien. Donc c'est des données comme les noms, les dates de naissance, les numéros d'identité nationale, les téléphones portables, des extraits de casiers judiciaires aussi, parce que c'est des données qui viennent de la police de Shanghai visiblement. Ce qui se serait passé, c'est que ce serait une erreur d'un employé du gouvernement chinois. Donc, il y a un stagiaire qui a appuyé sur un bouton, un truc qui va peut-être passer un mauvais quart d'heure. Ouais, je pense que lui, il est déjà en prison pendant une centaine d'années. Chef, j'ai fait une connerie là. Ouais. Il a mis en ligne un post de blog technique sur le réseau chinois des développeurs de logiciels, sauf que dans ce post, par accident, il a mis les données. Alors, je sais pas comment il a fait pour mettre 23 teraoctets de données comme ça. 23 terabits, c'est quand Ça même. fait quand même beaucoup, c'est costaud. Hein. Mm. C'est costaud, mais toujours est-il C'est pas un que petit glissé déplacé, quoi. non. Et donc ils ont été. Il a dû ouvrir une brèche, quoi. C'est-à-dire qu'il a peut-être pas mis les données en dur. Je pense qu'il a ouvert plus une brèche Ouais, et qui a c'est ça. permis Ouais. d'accéder derrière. Exactement. Et les mecs donc ont récupéré ça et les mettent en vente. Donc c'est 10 bitcoins. Donc au cours actuel, C'est pas ça très fait à cher, peu près 200 000 euros. Voilà, pas énorme, profitez-en si ça vous intéresse. Donc évidemment, le risque derrière, c'est toute l'exploitation qui va pouvoir être faite de ces données. Donc probablement des grosses attaques de phishing, probablement de l'usurpation d'identité. Et c'est vrai que ça prend une dimension peut-être encore plus grave dans un pays comme la Chine, où de ton identité découlent beaucoup de choses, notamment ton crédit social. Donc il y a aussi tout ce truc de, si tu te fais usurper ton identité en France, bon c'est embêtant, mais à un moment tu peux te prouver que c'est bien toi et tu peux à peu près t'en sortir. Je pense qu'en Chine, ça peut te poser quand même quelques soucis assez costauds, quoi. 1 milliard de personnes. C'est-à-dire qu'on est dans un pays à la fois où évidemment c'est un pays le plus peuplé du monde, ou le deuxième. Non, c'est le premier. L'un des toujours derrière. L'un des toujours derrière. il me semble. Enfin, voilà. 1,3 milliard. Et où en plus, par personne, et là c'est très différent de l'Inde pour le coup, par personne, il y a probablement le plus de données qui existent. C'est-à-dire qu'en plus, non seulement il y a énormément de monde, mais en plus sur chaque personne, il y a une multiplication monumentale des données. Donc ce genre de fuite de données, ces chiffres-là, on va les avoir de plus en plus, parce que forcément, dès qu'on commence à mettre la main sur des données en plus gouvernementales, on imagine le nombre de données. Alors, on parle de la Chine, c'est énorme, mais c'est finalement un peu le futur de ce qu'on va avoir en Occident aussi, pas sur le côté forcément flicage, mais sur le côté multiplication des données. De fait, on parlait tout à l'heure des Tesla, des voitures. Je veux dire, aujourd'hui, chaque personne va avoir un nombre de données qui lui est associé monumental, et ça va aller en grandissant. Donc forcément, le nombre et ces chiffres liés à des fuites vont devenir de plus en plus importants. Puis, 23 terabytes. Ça va poser aussi. Je pense qu'on peut se ruiner en abonnement iCloud avec cette capacité Là, de ça stockage. commence à chiffrer. Là, depuis là. Et je crois que Tim Cook t'envoie un mail en te disant merci beaucoup. Ouais. Pour stocker ces 23 téraoctets de données. On devient actionnaire de Google mécaniquement. C'est ça. D'Apple, tu veux dire. Ou d'Apple. Ouais. Non, mais c'est là où ça va poser question aussi. Là, visiblement, c'était pas le cas, mais la Chine a aussi énormément de données biométriques sur ses citoyens, puisqu'il y a tous les systèmes de reconnaissance faciale notamment. Et tu te dis, le jour où ces données-là se font pirater, c'est hyper problématique, parce que là, en termes d'usurpation d'identité, c'est immuable. Voilà, c'est ça, tu peux plus rien faire, quoi. Autant le mot de passe, on va dire changer votre mot de passe, on s'est fait pirater. Vous pouvez me faire 1 milliard d'opérations de chirurgie esthétique, s'il vous plaît, du visage, pour changer le visage de. C'est un tout petit peu plus Chinois. compliqué, et je pense que ça va mettre le doigt, et ça arrivera un jour, que ce soit en Chine ou dans un autre pays, ça va arriver un jour, et ça va mettre le doigt avec empreinte digitale sur toutes les problématiques liées à l'exploitation des données biométriques. Je rappelle quand même qu'il y a une fuite de données alors je pense à celle de Facebook, c'était 500 millions de numéros de téléphone l'année dernière, dont 20 millions de Français, c'est-à-dire 1 sur 2. Alors j'avais téléchargé moi la base de données, donc j'avais pu vérifier, j'avais même trouvé des numéros de ministres, etc. Ça a ému personne, hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Franchement. On en a parlé un peu, mais ouais, on en a parlé. Moi, on a fait quelques articles sur BFM, etc. C'est marrant, c'est comme une lettre à la poste. C'est vrai après, c'est un peu tous ces scandales, quoi. On en parle pendant une semaine. Facebook a dit qu'ils allaient même pas prévenir les gens, alors que c'est l'obligation légale. Mais je me suis rendu compte, moi, sur la sécurité informatique, parce qu'à chaque fois, il y a la plus grosse attaque, et en fait, on en parle, mais y compris dans les médias mainstream, il y a une journée où tout le monde en parle, et puis après, mais 2 jours après,
On passe à autre chose. Vraiment, Et moi, j'étais assez halluciné du non-traitement médiatique, du faible traitement médiatique de cette cette histoire. fuite. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dans l'actualité, Raphaël, tu voulais aussi nous parler de la Chine qui, évidemment, vit en autarcie technologique. On s'en rend compte de plus en plus. Et là, la Chine veut créer son propre système d'exploitation. Oui, c'est assez intéressant. Alors, pareil, c'est une expression journalistique, c'est le fameux serpent de mer qu'on voit depuis... Parce que les projets remontent à 2001, mais là, on sent que pour la Chine, le moment est venu d'essayer de vraiment bosser sur cette OS. Donc, le but, c'est évidemment alors, pour PC, et le but, c'est évidemment de réduire la dépendance... Alors, l'hégémonie macOS, Microsoft, parce que principalement évidemment du Windows, et on sent, pour moi, c'est une étape supplémentaire dans cette sorte un peu de guerre froide numérique où on va avoir un mur de Berlin numérique ou une muraille de Chine numérique, c'était pour isoler totalement la Chine du reste du monde. Et c'est vrai que ce qu'on voit, notamment quand ils poussent Huawei à développer HarmonyOS, eh ben, ils essaient de faire la même chose sur PC. Et je trouve que on est en train d'avoir un monde à deux vitesses d'un point de vue hardware aussi et d'un point de vue software. Ouais. Et je trouve que ça laisse présager quand même un univers où on va avoir de plus en plus de mal à cohabiter. Alors déjà, on a évidemment du mal à cohabiter avec le web chinois puisqu'on a du mal à y accéder. Évidemment, de l'intérieur, c'est encore pire. Mais on voit que finalement, ce qu'on avait sur Internet est en train de se transférer sur le hardware et maintenant sur le software. Alors maintenant, la question, c'est de savoir combien de temps ça va prendre déjà de développer un OS qui soit compétitif, enfin qui soit efficace, parce qu'il y a évidemment un critère d'efficacité. Et puis derrière, on parlait du nombre d'internautes chinois. Là, on va parler du nombre de postes sur lesquels il faudrait remplacer demain Windows. Et puis tout l'écosystème soft qui doit devenir compatible. Et alors justement, parce que là, t'imagines un peu. Quand on commence à faire un nouveau logiciel, ça veut dire que l'écosystème soft, si vous avez tous les grands logiciels, Office ou autres qui sont utilisés au quotidien, qui ne veulent pas forcément s'adapter, ça veut dire que derrière, non seulement on aura l'OS, mais comme tu disais, derrière, on aura aussi une nuée de logiciels qui seront eux-mêmes chinois. Et donc, on va se retrouver avec des systèmes totalement étanches comme ça dans les prochaines années, je pense. C'est la puissance de la Chine, quoi. Il n'y a que la Chine qui peut se permettre un truc comme ça. C'est la puissance de la démographie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as 1,3 milliard d'habitants, en gros, tu peux te satisfaire de ton marché domestique. Tu n'as plus besoin du reste du monde. Et donc, t'es un petit monde à toi tout seul, en fait. À toi tout seul. Et donc, tu crées ton écosystème entier. Exactement. Et donc, d'un point de vue géopolitique, c'est ça qui est hyper intéressant. On est très proche de la notion de splinternet, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, cette idée, ce que tu décrivais à l'instant, Raphaël, le fait que finalement, on a des mondes qui se séparent en fait, et que cette notion d'un internet réseau mondial universel en quelque sorte, avec des systèmes d'exploitation qui seront les mêmes partout, qu'on pourrait partager avec le même type de matériel, avec le même type de logiciel, en fait non, on se rend compte qu'il y a des internets qui sont en train de se monter, ou au moins deux en tout cas, un sous domination américaine, un sous domination chinoise. Il y a aussi la partie russe qui est super intéressante. Exactement, parce qu'eux aussi ont leurs outils à eux. Il n'y a que les Européens finalement qui se retrouvent comme souvent un peu les dadons de la farce et peut-être les grands naïfs dans l'histoire, peut-être en continuant à croire à ce réseau interopérable, alors que peut-être que les autres grands blocs géographiques... C'est-à-dire que nous, ils ont abandonné l'idée il y a 10 ans. Mais c'est ça. Sur la Russie ou la Chine, ça fait 10 ans qu'ils ont totalement abandonné, qu'ils ont dit non, on ne va pas dépendre. Parce que interopérable sur Internet, historiquement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les Américains. Interopérable, ça veut dire dépendant des Américains. Pour la Chine, la Russie, c'est inacceptable, c'est pas possible. Nous, Européens, ça ne nous pose pas de problème. Parfois, ça devrait. Ouais, enfin, ça va poser il se trouve que ça nous pose. Enfin, il y a une régulation, mais ça nous pose des problèmes, on va dire, limités. Mais en Chine ou en Russie, c'est juste pas acceptable. Donc, ça fait 10 ans. Il suffit de voir les PATX, il suffit de voir les services que vous avez en Russie, en Chine, mais en Russie aussi. Les Facebook, il y en a un peu, mais enfin, ils ont aussi leurs propres réseaux sociaux. Et donc, ça commence avec les réseaux sociaux. Il y a le matériel qui est en train de se faire. Il y a les smartphones avec Huawei qui développent HarmonyOS. Et c'est vrai que le monde numérique est en train de se séparer et de se morceler. Ouais. C'est vrai que l'Europe est fragilisée de par sa fragmentation déjà linguistique. C'est un problème. Bien sûr. Voilà, il y a 350 millions d'habitants en Europe, je crois. Et puis, il n'y a pas vraiment je pense qu'il n'y a pas de volonté commune. C'est ça, il n'y a pas de volonté commune. C'est fini, quoi. Là, on a vraiment l'impression, c'est triste, mais que la partie est pliée et qu'on est au milieu de la partie de ping-pong. Et puis la Chine, c'est un pays. L'Europe, c'est pas qu'un pays. Il y en a un paquet. Donc après, il faut que tout le monde s'entende. Donc on verra un petit peu à quoi ressemble ce système d'exploitation, mais c'est pas pour tout de suite invisiblement. Non, et puis du coup, moi, au passage, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment destiné à être utilisé localement, enfin en Chine, ou est-ce qu'ils vont tenter aussi de le vendre à l'étranger? Moi, je pense pas, mais parce que l'exemple Huawei montre que c'est
assez compliqué. C'est Et compliqué. que si par hasard ils y arrivent, le régulateur peut C'est casser vrai. le truc Après, en ils 2 peuvent, secondes. ils ont des zones d'influence géographiques, y Ils compris ont- en Afrique. Tu vois, ils En peuvent Afrique aussi, notamment, faire ça. exactement. Ouais. On est en Chine, on y reste peut-être pour terminer ce de quoi je me mêle avec ce sujet épineux aussi. On revient toujours sur ce vol de données, sur cette espèce de souveraineté. On voit qu'aujourd'hui, la souveraineté, c'est une stratégie que tous les continents mènent, en fait, en quelque sorte, avec TikTok. TikTok qui se retrouve encore une fois dans cet œil du cyclone américain avec des régulateurs de la FCC qui disent il faut arrêter TikTok aux US parce que TikTok c'est une boîte américaine et comme il y a des centaines de millions d'Américains qui l'utilisent, toutes ces données les gars, il ne faut pas être dupe, elles partent en Chine. En fait, c'est marrant, c'est en train de monter comme ça. Il y a eu un article, donc c'était mi-juin de BuzzFeed, qui expliquait, ils ont fait des écoutes d'employés TikTok, ils expliquaient que certains employés TikTok, enfin des employés TikTok, regardaient les données américaines, c'est valable aussi pour les Européens, en Chine. Il y a même une citation moi, qui m'a marqué, c'était « tout est écouté en Chine Ouais. ». Et qu'en fait, il y a même presque un ascendant en Chine pour accéder aux données, y compris des Occidentaux. Juste une parenthèse, je te coupe 15 secondes. Je suis persuadé qu'il y a des employés Meta qui regardent les données Bien sûr, des oui. Français Non, mais sur les t'as totalement applications raison. aussi. C'est pareil. Non, tu as totalement raison. Après, est-ce qu'on compare Non, mais voilà, on diabolise la Non, mais Chine, c'est- mais non, c'est non, pareil. bien sûr, non, mais on est totalement. d'accord, c'est totalement Non, mais, pareil. Oui, mais attends, on l'a dit pour les Américains. On a passé quand même beaucoup de temps à le dire. On a eu l'affaire Snowden, on en a parlé. Donc moi, je pense qu'il faut aussi en parler pour la Chine. Mais effectivement, tu as tout à fait raison de rappeler qu'il y a le Cloud Act, enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lois aux États-Unis qui obligent de toute façon les entreprises à livrer les données. Après, ils livrent les données dans des enquêtes judiciaires. On va dire que on peut penser que c'est plus encadré qu'en Chine. Mais je suis d'accord qu'il faut le rappeler aussi. Alors TikTok n'a pas du tout nié d'ailleurs qu'ils envoient des données en Chine. Ce que je disais la semaine dernière, je ne vais pas me répéter, mais en gros, ils disent on minimise, mais sans dire vraiment ce qu'ils minimisent. Ils adhèrent à une fédération de l'Internet chinois où, en fait, et c'est là où c'est contradictoire, ils doivent œuvrer dans la voie de Xi Jinping, qui est le président chinois, et respecter les consignes. C'est l'administration chinoise du cyberespace. En gros, ils donnent le login et le mot de passe de TikTok au gouvernement chinois. Quoi. Mais en même temps, et là par contre, où ça pose un peu problème, c'est qu'auprès des élus américains, ils ont envoyé une lettre, le patron de TikTok a envoyé une lettre au sénateur américain en disant TikTok ne donne pas de données au gouvernement chinois, et si le gouvernement chinois veut des données, TikTok ne les donnera pas. Or, c'est totalement contradictoire ils ont menti. avec... Non mais voilà, c'est totalement contradictoire avec les textes qu'ils ont eux-mêmes signés. Et ce qui est intéressant, je leur ai demandé, moi j'ai envoyé un mail à TikTok ça prouve France. quand même toute la tension qu'il y a au Oui, non mais c'est clair. Et on parlait de la guerre froide numérique, là, on est dedans. J'ai envoyé un mail moi à TikTok France avant-hier justement. Je leur ai dit, attendez, je leur ai renvoyé le lien des statuts de cette fédération. Je leur ai dit, vous vous engagez à œuvrer sous, je crois que c'est sous la supervision de l'organe de contrôle gouvernemental de l'Internet chinois. Et en même temps, vous dites que vous n'allez pas coopérer. Il y a une contradiction. Ils m'ont dit, on ne veut pas répondre à la question. Voilà. Donc, c'est quand même pas hyper rassurant. Voilà. Et donc, il y a ça. Ça, c'est la partie enquête journalistique. Dans le même temps, donc on le disait, il y a des pressions des sénateurs américains, des élus américains qui veulent une enquête. Mais il y a aussi, ça c'est intéressant, il y a Margaret Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, qui a parlé à BFM Business. On a pu avoir un super entretien avec elle en début de semaine. Et on lui a posé des questions sur TikTok. Elle a dit, moi, j'utilise pas TikTok. Et c'est pas parce que je danse mal, en rigolant, mais sous-entendu, je me méfie. Je me méfie. Et elle dit oui, il y a des organes de régulation et de surveillance pour le contrôle du respect des données personnelles, les CNIL notamment. N'empêche, elle dit, et ça c'est quand même important de le souligner, n'empêche que quand on utilise TikTok, on doit avoir conscience que ces choix ont des conséquences. Et donc finalement, c'est un peu... Prenez vos responsabilités. Anthony, le mot de la fin ? Ouais, non, mais je reprends les mots du commissaire de la FCC, donc, qui a publié une lettre envoyée justement pour essayer de demander que TikTok soit interdit aux États-Unis, interdit sur les plateformes Google et Apple. TikTok est un loup déguisé en agneau. Ce n'est pas juste une application pour partager des vidéos amusantes, c'est un outil de surveillance sophistiqué, un risque inacceptable pour notre sécurité nationale. Donc ça va quand même loin, mais à mettre en rapport, et c'est pareil, on en avait rapidement évoqué la semaine dernière, avec cette enquête qui avait été publiée il y a quelques mois et qui montrait aussi le lobbying très très fort de la part de Meta notamment. Ils ont quand même payé un groupe de communication. Tu nous en avais parlé la semaine dernière, je crois. J'avais dit. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est ce que j'allais dire. La conclusion, c'est quand même que c'est quand même inespéré pour Facebook. Personne n'est tout noir, personne n'est tout blanc dans cette histoire-là, bien sûr. Et encore une fois, on diabolise la Chine, mais... voilà. Les États-Unis, comme je le dis souvent, on soupçonne les Chinois de vouloir espionner. On sait que les États-Unis l'ont fait. Mais oui. Voilà.
C'est ça. C'est ça Oui. la différence. Exactement. Et bien voilà, ce de quoi je me mêle se termine. Merci beaucoup Raphaël Grabli, Anthony Morel. On vous souhaite un excellent week-end. Merci de nous écouter ou de nous regarder. Et on sera là la semaine prochaine pour le dernier de quoi je me mêle de cette saison, après quelques petites vacances. À la semaine prochaine en tout cas. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.